La simulation en santé est une approche pédagogique où on va utiliser du matériel ou de la réalité virtuelle ou des patients standardisés dans des situations le plus proches possible de la réalité pour enseigner des procédures, mais surtout des situations cliniques et savoir prendre des prises de décision seuls ou en équipe. Les premiers mannequins datent du 18e. Maintenant, bien sûr, ils sont beaucoup plus modernes, dits haute fidélité, bourrés d'électronique et capables de quasiment tout faire. On peut aussi utiliser tout simplement des jeux de rôle avec des patients ou des professionnels jouant le rôle de patient. Plus technologique, la simulation englobe également tout ce qui est serious game, dit jeu sérieux, mais aussi maintenant la réalité virtuelle. En fait, l'essentiel n'est pas dans la technologie, mais bien dans l'implication finalement de l'apprenant. En fait, on a largement montré dans la littérature que plus l'apprenant va s'impliquer, plus il va pouvoir donc retenir et s'approprier les démarches, et ce, de manière pérenne. La simulation a deux grands intérêts, bon, il y en a plusieurs, mais en tout cas deux. C'est vraiment s'entraîner en situation réelle, donc se rapprocher le plus proche de la réalité, tout en le faisant en dehors de la zone de production, c'est-à-dire sans risque. La maxime, c'est jamais la première fois sur le patient. Le deuxième intérêt, c'est tout ce qui est travail en équipe. Et là, par contre, la simulation peut stimuler finalement certaines situations pour voir comment l'équipe réagit, retravailler ensemble et peut-être revoir soit l'organisation, soit les relations les uns avec les autres. C'est un geste technique, je vais d'abord l'apprendre avant de le réaliser, de réaliser une vraie pause de chimiothérapie par exemple. Et de pouvoir répéter, tant qu'on n'a pas atteint un niveau de compétence, le répéter, donc on est vraiment dans une zone d'entraînement, donc c'est toujours une vision quand même positive et non pas sanctionnante, bien évidemment. La simulation est intéressante pour tester des situations très rares où un entraînement dans la vie réelle est quasiment impossible. Ici, un exemple de bruit de flacon avec un préparateur complice, le seul qui connaisse le scénario. Ce test va nous permettre d'évaluer finalement la procédure en elle-même, est-ce qu'elle est adaptée, et la connaissance par le personnel de cette procédure. On peut utiliser différentes techniques d'enregistrement vidéo, classiques, voire lunettes caméra. Nicolas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me régler ce dossier là, parce que la patiente elle vient trop tôt et elle veut son traitement absolument et donc elle est hyper pressée. J'ai une validation d'abord parce que là j'ai un bilan qui n'est pas très bon pour ce patient. Oui, mais là elle est hyper en colère, elle a attendu dans la salle d'attente, elle doit aller chercher ses enfants et elle veut rien savoir, donc si tu peux t'occuper du dossier s'il te plaît. La simulation est bien sûr tout à fait adaptée pour s'entraîner aux différents actes de pharmacie clinique. Madame. Bonjour. Merci. Comment ça se fait que vous revenez aujourd'hui? J'avais déjà rendez-vous en dermato. Oui. Je viens de Menton, j'ai besoin de médicaments, j'en profite. On travaille également sur l'éducation thérapeutique et actuellement également sur la préparation à la vente au public. Donc on va former à la fois le préparateur ou le pharmacien à comment bien analyser l'ordonnance, mais aussi comment bien parler aux patients, expliquer le traitement. L'objectif, c'est vraiment de le mettre en situation. En plus, si possible, donc, quelqu'un qui va jouer le rôle du patient. Idéalement, c'est des acteurs. Oui, je comprends bien, mais on vous a expliqué, madame, qu'il faut respecter les délais. Hein. Les scénarios de simulation peuvent se dérouler directement dans les services. On appelle ça in situ, mais le plus souvent se réalisent dans des centres dédiés, des centres de simulation, souvent pluriprofessionnels, comme à Lille, Genève, ou ici à Foch. À l'hôpital Foch, nous utilisons la simulation pour la formation, l'entraînement et l'évaluation de notre personnel pharmaceutique. En effet, le centre de simulation est doté d'une salle de préparation des cytotoxiques haute fidélité. Ces locaux, organisés en plusieurs salles et équipés d'un isolateur rigide en surpression, permettent de simuler une zone à atmosphère contrôlée particulièrement réaliste. Ils permettent non seulement l'analyse des pratiques de notre personnel en termes d'hygiène, de sécurité et de manipulation, mais également la mise en scène de différents scénarios, tels que des incidents rares mais graves, comme les incidents d'exposition aux cytotoxiques, les pannes d'équipement, les interruptions de tâches. Ces simulations en équipe servent notamment à travailler sur les compétences non techniques, telles que la communication, la répartition des tâches. Une salle d'observation dotée d'une vitre sans teint et équipée d'un système audiovisuel adapté permet aux formateurs d'analyser le déroulement de l'exercice tout en ne perturbant pas l'immersion des apprenants dans la situation. Ces différents exercices sont suivis d'un débriefing permettant de revenir sur les actions réalisées, mais également d'identifier les axes d'amélioration de la pratique professionnelle.
Désormais, des nouvelles approches en simulation, par exemple des coachs, avec des jeux de rôle via smartphone, par exemple, pour vivre la vie de patients chroniques. Vous connaissez tous la chambre des erreurs de manière classique, en reconstitution. Voici un exemple promu par l'ADIF où on utilise la réalité virtuelle, ou aussi 360 degrés, où on va pouvoir se déplacer mais aussi donc consulter avec des objets interactifs. Et désormais également apporter une vision ludique comme l'escape game ou l'escape room, comme ici l'exemple à Genève en chimiothérapie, ou un autre exemple sous forme de chambre des erreurs, escape game, que nous avons réalisé un peu plus récemment. L'homme débute parfaitement en repérant une erreur importante sur la date de naissance de la patiente. L'étiquette patient, c'est 1941. Tout à fait, il y a une erreur. On m'a recommandé de vous donner cette enveloppe. Un code est récupéré, le verrou saute et l'aventure continue. Cet exercice est chronométré 10 minutes pour atteindre l'objectif. Le patient présente un trouble du rythme. Pour avoir le code, calculer le volume nécessaire à prélever. 6,3 ml, code 111, 7,3 ml, code 222, 8,3 ml, code 333. Dans une autre pièce, ce système vidéo a été relié à la chambre des erreurs. Il permet de suivre en direct la séquence de Romain et Aïcha. Élaborer une séance de simulation nécessite de respecter une méthodologie très rigoureuse, bien définie par l'HAS, avec 4 étapes: le briefing, le déroulement du scénario, l'étape majeure qui est le débriefing, suivi de l'évaluation de la séance. Suite à notre séance de simulation de cet après-midi sur les bris de flacons, on va revenir ensemble sur la séquence via le débriefing. Sur cette séquence, je voulais revenir avec vous par rapport à Sandy qui vient porter secours à Romain. On voit qu'elle va faire plusieurs allers-retours entre la paillasse où il y a eu le bris de flacon. On voit que Sandy réagit très rapidement au moment du bris de flacon initial. Il se trouve. À la fin de la séance, il faut ensuite l'évaluer, mais également donc évaluer l'apport concret des connaissances acquises. 4 niveaux sur l'échelle la plus utilisée, l'échelle de Kirkpatrick, où on va regarder à la fois bien sûr la satisfaction des participants, mais plus intéressant donc les connaissances en termes d'apprentissage, et enfin surtout le transfert dans la vie réelle des nouvelles connaissances et compétences. Afin d'aider les professionnels, la SFPC va mettre très prochainement un guide pour faciliter l'utilisation de la simulation pour l'ensemble de la profession. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh,